dans certains cas. En principe, la condition de répétition est inhérente à la notion de harcèlement, étant précisé qu'il suffit que les faits aient été commis à au moins 2 reprises, et ce sans exigence d'un délai entre les actes successifs. Toutefois, le fait même non répété de toute forme de pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle est également assimilé à du harcèlement sexuel. A par exemple été assimilé à du harcèlement sexuel le fait de conseiller à une salariée de dormir dans la chambre de l'employeur avec des sous-entendus sur le bien qu'elle pourrait en tirer. Dans le cadre du harcèlement de groupe, un acte unique suffit à caractériser le harcèlement sexuel. Ce dernier peut être constitué lorsqu'un salarié subit des propos ou un comportement venant de plusieurs personnes qui se sont concertées, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, ou lorsque les personnes qui agissent ont pleine conscience que leurs actions communes établissent une répétition, même si, individuellement, elles n'ont pas répété leurs actes. Cela dépend. Le non-consentement de la victime fait partie des éléments constitutifs du harcèlement sexuel. La loi n'exige toutefois nullement que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l'auteur des faits qu'elle n'était pas consentante. Le contexte joue largement sur l'appréciation faite par le juge. La qualification de harcèlement sexuel n'a, par exemple, pas été retenue dans le cas d'une salariée à laquelle était reprochée, je cite, une attitude très familière de séduction sur le lieu de travail et des échanges de messages explicites avec un collègue. Il en est de même lorsque les faits se sont inscrits dans un contexte de familiarité réciproque. En revanche, un gérant ayant eu par le passé une liaison avec une salariée et lui adressant des messages et déclarations publiques répétées après leur rupture a été jugé coupable de harcèlement sexuel. De la même façon, une relation ambiguë entre 2 collègues ne permet pas de justifier l'envoi par un supérieur hiérarchique de mails à caractère pornographique à une salariée, ainsi que le fait de lui piquer les fesses avec un stylo, les faits étant qualifiés de harcèlement sexuel. Oui, peu importe en effet que les faits allégués soient commis hors du temps et du lieu de travail. Le fait pour un salarié d'utiliser son pouvoir hiérarchique en dehors du lieu de travail en réservant une chambre d'hôtel dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles est constitutif de harcèlement sexuel. En revanche, dans le cas où les faits allégués ont été commis en dehors de l'entreprise et où la victime n'en a pas informé son employeur, il a été jugé que ce dernier n'était pas tenu de mettre en œuvre l'obligation de protection résultant de l'article L1153-5 du Code du travail. Oui, sous certaines conditions. Le salarié qui témoigne d'un cas de harcèlement sexuel bénéficie d'une protection particulière. Il ne peut notamment pas être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire sur la base de son témoignage. Toutefois, cette protection suppose la bonne foi du salarié. Le licenciement pour faute grave d'une salariée qui avait dénoncé de manière mensongère des faits inexistants a donc été jugé fondé. La mauvaise foi doit être établie. La décision d'une cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un contrat d'apprentissage suite à une fausse accusation, n'établit pas la mauvaise foi de l'apprenti est donc censurée. En revanche, un salarié témoin peut être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse si la connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués.